Ok, donc nous allons voir maintenant comment on crée les machines virtuelles sur Azure. Sinon, l'administration des machines virtuelles. Donc, une petite introduction sur les VM. Bon, tout le monde connaît ce que c'est qu'une machine virtuelle, hein. On-prem. Même sur nos PC, on peut créer des machines virtuelles sur une plateforme VMware, Citrix, Hyper-V, voilà, KVM. Dans tous ces environnements, on peut créer des machines virtuelles. Donc, ensuite, nous allons voir comment on peut rendre disponibles ces machines virtuelles. Alors, la disponibilité, c'est s'il y a des incidents ou bien peu importe ce qui va se passer, les services sur nos machines virtuelles soient toujours accessibles. C'est ça qui est la disponibilité. Donc, avant de commencer, alors, on doit vous rappeler ce tableau chaque fois que c'est nécessaire. Le partage des responsabilités entre vous, l'administrateur, et qui représentez en même temps le client, et la partie Microsoft Azure. Donc, Microsoft sera responsable de tout ce qui est des centres de données, des data centers, des équipements physiques, hein, réseaux physiques, autres physiques, système d'exploitation dans certains cas. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est bleu clair, sous la responsabilité de Microsoft, tout ce qui est bleu foncé, sous la responsabilité du client, et on a des responsabilités partagées. Donc, ici, on a les trois niveaux d'infra qu'on a. Donc, on a la partie on-prem qui est entièrement sous la responsabilité du client. La partie IaaS, Infrastructure as a Service, dont une partie sous la responsabilité du client et une partie sous la responsabilité de Microsoft. La partie Platform as a Service, de même que la partie SaaS. Donc, ayez toujours à l'esprit ce partage de responsabilités. C'est très important de l'avoir. Alors, une machine virtuelle. Sachez que sur Azure, on ne crée pas une machine virtuelle comme on crée une machine virtuelle sur nos plateformes de virtualisation habituelles. Donc, il se fait la première des choses, sinon la première condition, c'est de commencer par le réseau. Donc, avant de créer le VM, il faut que vous ayez déjà un réseau virtuel. Vous avez un réseau virtuel qui existe déjà. Vous devez trouver un nom pour la machine virtuelle, trouver un emplacement et puis tenir compte, bien sûr, du type de machine virtuelle, hein, qui va dépendre aussi du prix. Alors, sachez que nous avons plus de 70 régions Azure. On a vu un tableau comme ça au départ. Et les services sont disponibles dans près de 140 pays. Le choix de l'emplacement dépend de plusieurs critères. Donc, on a la proximité régionale. Donc, il faut pas choisir une région qui est un peu plus éloignée que votre position géographique. Et puis, il faut tenir compte aussi des coûts. Les coûts vont varier d'une région à une autre. Parce que, bien entendu, les frais d'établissement, bien de mise en place d'un data center varient d'un pays à un autre. Je vous donne quelques exemples. Si vous prenez un data center qui est mis en place en Côte d'Ivoire, un data center qui est mis en place aux États-Unis, un data center qui est mis en place en Inde, en Chine, en Europe, un, le terrain où on va mettre en place le data center, on n'a pas le même prix partout. Le mètre carré va différent, enfin, sera différent. On a également les coûts d'énergie. Donc, vous savez que les coûts d'électricité varient d'un pays à un autre. On a également le coût de la main-d'œuvre. Voilà. Un ingénieur senior en Côte d'Ivoire n'a pas le même prix qu'un ingénieur senior aux États-Unis, n'a pas le même prix qu'un ingénieur senior en Inde. Donc, tous ces éléments mis ensemble
vont faire que le même service qui est déployé dans un data center aux États-Unis n'a pas le même prix qu'un service qui est déployé dans un data center en Inde. Donc, il faut tenir compte de tout ça aussi. Il faut tenir compte aussi du fait qu'on a des régions où on a la totalité des data centers, c'est-à-dire les trois data centers qui forment une région. Et puis, on a aussi des régions où on n'a que deux data centers, où on n'a que un. Et donc, les services qui vont être, je peux dire, mis à disposition vont dépendre plutôt du nombre de data centers qui existent dans cette région. Donc, si vous savez que dans votre déploiement, vous aurez besoin d'un certain nombre de services pour lesquels on a forcément besoin de l'existence de trois data centers dans la région, il faut tenir compte de tout ça aussi. Donc, voilà un peu quelques petits, je peux dire, conseils qu'il faut considérer avant de choisir l'emplacement. Donc, les types de machines virtuelles qu'on peut avoir. On a les machines virtuelles à usage général où on a un équilibre entre le ratio processeur-mémoire. Donc, par exemple, tu as peut-être 1 giga, pardon, un vCPU correspondant à peut-être 1 ou 2 gigas de mémoire. On a des machines virtuelles où on a le processeur, on a plus de capacité processeur que de mémoire. Donc, dans ce cas, tu auras par exemple 4 vCPU pour 2 gigas de RAM, des trucs comme ça. On a des types de VM où on a plus de mémoire que de capacité processeur. On a également des types de VM où on a besoin d'une grande vitesse en termes de lecture-écriture sur notre disque. On a aussi des machines virtuelles qu'on peut appeler GPU qui sont spécialisées dans les opérations graphiques. Donc, c'est utilisé en général pour ceux qui travaillent, ceux qui travaillent dans le domaine des vidéos, hein, vidéo, montage vidéo, jeux vidéo, ainsi de suite. Et ce sont nos GPU-là qui sont à l'origine de l'IA aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est cette puissance de traitement de tout ce qui est lourd qui a conduit à la généralisation de l'IA aujourd'hui. Donc, les GPU, si vous voulez, sont plus puissants que nos processeurs standards. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut faire beaucoup attention en termes de machines virtuelles qu'on doit choisir. Alors, on a aussi les machines virtuelles calcul haute performance qu'on peut appeler les HPC, qui sont utilisées pour faire des calculs enfin, des calculs, c'est ça, des opérations scientifiques. Ça peut être dans des centres de recherche ou bien quand on fait par exemple des explorations sismiques, on remonte les données dans ces machines-là, dans des opérations spéciales pour pouvoir les calculer. Donc, voici quelques types de machines virtuelles. Et à l'intérieur de chaque type, on a plein de machines virtuelles que Azure nous propose. Les prix aussi. Donc, on va regarder et choisir ce qui va. Notre chance, c'est qu'on a la possibilité de voir les prix de chaque VM, comme je l'ai dit. À la base, lorsque vous décidez de créer une machine virtuelle, Azure met à votre disposition un disque dur pour le système d'exploitation qui sera le disque C. Ça, ce n'est pas vous qui choisissez. Et puis, il y aura des disques temporaires que vous pouvez observer pendant l'opération de création, mais sur lesquels vous ne devez pas avoir d'accès, parce que ce sont des disques que Azure va supprimer d'un moment à un autre. Si vous voulez des disques supplémentaires, vous allez les ajouter. En ce moment, on parle de disques de données. Voilà. Vous allez les ajouter en leur donnant le nom d'une lettre, ainsi de suite. Et puis vous choisissez derrière, si c'est en standard, en premium, en ultra, voilà, comme je vous ai expliqué. Donc, quand c'est standard, c'est du HDD ou bien du SSD standard.
ou bien, ça c'est premium, c'est du SSD ou de l'ultra SSD. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Alors, vous devez savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, que le type de disque que va être utilisé sont des disques en bloc. Donc, les disques, que ce soit disques pour le système d'exploitation, disques de données et autres sur une machine virtuelle, ce sera des objets blob. Il faudrait que vous ayez ça encore à l'esprit. Alors, quand on crée une VM pour se connecter à cette machine virtuelle, on a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. La VM est sur Azure, vous et votre PC, vous êtes on-prem. Donc, pour vous connecter, il faudrait que soit le RDP soit autorisé sur cette VM qui est sur Azure pour que depuis votre PC, vous puissiez attaquer la VM en RDP. Donc ça, première situation. Deuxième situation, vous pouvez décider, hein, c'est une question de politique de sécurité, vous pouvez décider de ne pas autoriser les connexions RDP depuis n'importe quel PC, on-prem, mais plutôt rediriger ces connexions RDP à travers un subnet spécial qu'on appelle le bastion. Alors, lorsqu'on voyait les subnets, on vous a dit qu'il y a les subnets standards pour connecter nos équipements, et puis on a des subnets, je peux dire, spécifiques venant de Azure, comme le bastion subnet ou bien la gateway subnet. La gateway subnet, on a vu également, qui sert à faire du routage. Donc ici, aujourd'hui, le bastion va nous aider à sécuriser toutes les connexions à distance sur nos VM. Comme ça que ça marche. Donc, ça peut être soit du RDP pour les machines Windows, ça peut être du SSH pour tout ce qui est de l'environnement Linux. Donc, quand on fait une demande de connexion, au lieu d'aller directement sur la VM, la politique est telle que la connexion atterrit sur le bastion et c'est à partir du bastion qu'on va accéder maintenant aux différentes VM on veut, je peux dire, administrer. Alors, cette même politique existe également dans Windows 11, hein, sinon si vous voulez dans les nouvelles versions de Windows, c'est que on peut faire une configuration de sorte à ce que si la source, hein, de la connexion vers les machines ou bien les serveurs, si la source n'est pas le bastion, la connexion ne passe pas. Voilà. Tout à l'heure, dans le Network Watcher, on a vu comment on peut tester, hein, un flow IP. Donc, quand tu as lancé le RDP aura une source à partir de tel IP vers tel IP avec le protocole
le port plutôt 3389. Donc, si la source ne correspond pas à une IP du bastion, cette connexion RDP ne passera pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça permet hein, à nos amis de la sécurité, tout ça, de pouvoir avoir un regard sur tous ceux qui se connectent hein, sur nos serveurs pour des tâches d'administration. Très important. Ça ne veut pas dire que sans le bastion, vous ne pouvez pas. Hein. Voilà. Mais sans le bastion, c'est pas sécurisé en fait. Si depuis votre PC, vous lancez un RDP comme ça, puis ça, pour attaquer votre VM, ça peut marcher, mais c'est pas sécur. Donc, la meilleure pratique, c'est de passer par un bastion. Alors, la disponibilité des machines virtuelles. Alors, bien entendu, comme je vous le disais, Azure est constitué de data centers. Et les data centers, à l'intérieur, on a ce que nous voyons au quotidien auprès de nous. C'est-à-dire qu'on a des racks dans lesquels se trouvent des serveurs, des équipements réseau, ça peut être des firewalls, des routeurs, des switches, des baies de stockage, ainsi de suite. Donc, tous ces équipements-là, physiques, existent bel et bien dans le data center de Azure. Donc, ce qui veut dire qu'il peut arriver des moments de défaillance. Ça peut être euh, des pannes matérielles, ça peut être des maintenances pour remplacer des équipements, ça peut être de la maintenance planifiée pour les entretiens. Mais toujours est-il que, comme c'est du matériel, il peut arriver qu'il y ait des cas d'indisponibilité. Maintenant, comment surmonter ces situations d'arrêt, voilà, enfin, prévues comme non prévues? C'est ça. Les situations d'arrêt peuvent être prévues, c'est dans le cadre de maintenant planifié. Maintenant, imprévues lorsque le système subit un arrêt brutal, je peux dire, ouais, sans prévenir. Donc, dans toutes ces situations, il faudrait qu'on s'arrange pour que nos VM soient toujours joignables. C'est pourquoi on parle de disponibilité. Donc, quand il y a une maintenance matérielle non planifiée, exemple de maintenance matérielle non planifiée, vous n'avez pas prévu une maintenance et sur le coup, vous vous rendez compte que vous avez par exemple un processeur qui est défaillant ou bien une alimentation qui ne marche plus. Sur le champ, hein, vous avez par exemple des barrettes mémoire qui fonctionnent plus et il faut les remplacer. Ça, c'est pas une maintenance planifiée. Donc, vous prenez l'expert, vous devez venir les remplacer. Et comme Azure, c'est un environnement hyper visualisé, il faudrait que, avant votre intervention, les VM soient déplacés vers d'autres serveurs hein, qui fonctionnent correctement. Voilà. Donc, dans ce cas, on parle de migration, on dirait bien la live migration. Donc, quand vous arrêtez le serveur, pour ceux qui ont déjà participé ou bien configuré un clustering et un basculement, vous allez voir que les VM vont se déplacer hein, directement. Enfin, quand on dit direct, c'est la live migration. C'est-à-dire que c'est pas vous qui déclenchez la migration, mais dès que le serveur prend un coup, par exemple, il y a des barrettes qui fonctionnent plus, il y a un processeur qui s'arrête, ou bien l'alimentation prend un coup. Voilà, les quelques secondes qui restent là permettent au serveur de basculer les VM sur un autre serveur. Donc, on parle de live migration. Voilà. Un temps d'arrêt inattendu. Lui aussi, il va faire de la migration, mais automatique. C'est-à-dire que lui, il va arrêter les VM, les déplacer et arriver sur le nouveau hôte, va les remettre en marche. Donc, il y a un petit délai, de quoi on parle de réparation. Quand il y a une maintenance planifiée, bon, c'est que on a déjà pris en compte tous les prérequis, donc en réalité, on n'a rien à faire. Voilà. Mais toujours est-il que, ayez à l'esprit que chaque fois qu'il y a des situations sur les serveurs physiques,
les VM vont être déplacés vers d'autres serveurs FreeSys qui fonctionnent correctement. Les groupes de haute disponibilité. Voilà. Donc, les groupes de haute disponibilité, c'est lorsqu'on met ensemble plusieurs machines virtuelles dans le but de pouvoir assurer une certaine disponibilité d'un même service. Voilà. Donc, si c'est n'importe quoi une application qui est supportée par ces serveurs-là, on met tous ces serveurs dans un groupe de haute disponibilité, de sorte à ce que même si un serveur prend un coup, les autres qui sont dans le même groupe continuent d'offrir le service. Donc, le groupe de haute disponibilité peut nous offrir un SLA de 99,95% qui est autour de 24 à 25 minutes de temps d'arrêt dans l'année. Ça, c'est ce que Azure nous propose. Bien entendu, nos environnements on-prem vont au-delà de 25 minutes de temps d'arrêt par an, hein. Voilà. Souvent, on peut les arrêter pendant 1 heure, 2 heures avant de les remettre en marche. Donc, c'est très important. Donc, on a aussi la possibilité de combiner, hein, le load balancing avec des groupes de haute disponibilité. Vous voyez, le load balancing, comme je l'ai dit, quand un nœud tombe, le ou bien les autres nœuds continuent de fournir le service. Et lorsque vous êtes sur des VM, ayez toujours à l'esprit, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, d'utiliser des disques managés. Ah. Alors, un disque manager, c'est quoi? C'est un disque dur qui permet la manipulation par Azure. Donc, si vous cherchez un disque non managé, Azure n'aura pas la main sur ce disque dur-là. Donc, toutes les configurations que vous allez faire après, même sauvegarder, ce ne sera pas possible. Enfin, tout ce que vous allez configurer après dans Azure là, ne prendra pas en compte ce disque non managé. Donc, il faut toujours utiliser des disques managés. Si vous utilisez un disque non managé, ça veut dire que c'est pour des usages, je peux dire, privés. À part vous, personne ne peut accéder à ce disque. Voilà. Donc, en termes de solutions pour la disponibilité, Azure nous propose ce qu'on appelle la mise à l'échelle ou bien le scaling. Donc, on a deux types de mise à l'échelle. On a la mise à l'échelle verticale, qui est le scaling vertical. Donc, on a le scale up. Ça permet d'augmenter les capacités et le scale down permet de réduire les capacités. C'est comme si vous prenez un serveur que vous faites passer d'un processeur à deux processeurs, le même serveur. Vous faites passer la mémoire de 64 gigas à, par exemple, 1 Tera. Vous faites passer l'espace 10 de, par exemple, 10 Tera par exemple, 24 Tera. Donc ça, c'est le scale up. C'est le même serveur, mais qu'on renforce les capacités. Donc on parle de scale up, hein, la mise à l'échelle verticale. Donc quand on augmente, on parle de scale up. Quand on diminue les capacités, on parle de scale down. La mise à l'échelle horizontale, cette fois-ci, on a la même VM, mais qui est dupliquée en plusieurs instances. Donc, plus la demande va s'augmenter, pour pouvoir traiter toutes les demandes, Azure va augmenter le nombre d'instances. C'est comme si j'ai une VM qui a, par exemple, deux vCPU avec 64 Go de RAM. Si les demandes de connexion s'augmentent au point où le serveur seul n'arrive plus à traiter, et que si on a paramétré la mise à l'échelle horizontale, le système va passer de un serveur à 2. Si ça continue d'augmenter, de 2 à 3, ainsi de suite. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 1000 VM. Alors, ce qui est derrière tout ça, c'est que chaque fois que Azure va passer, hein, à la mise à l'échelle horizontale, automatiquement, il y a un load balanceur qui se crée. Donc, ce n'est pas nous qui créons manuellement et ce n'est pas nous qui configurons ou bien paramétrons ce load balanceur. Mais le fait de passer d'une VM à deux VM, ça met automatiquement en place un load balancer paramétré par Azure. Donc, ce qui veut dire que quand la charge de travail aussi va diminuer, Azure va diminuer le nombre d'instances jusqu'à revenir à l'instance initiale.
Donc, ça, c'est le scaling horizontal, où on parle de scale out et de scale in. Donc, le scale out, lorsqu'on augmente le nombre d'instances, et le scale in, lorsqu'on diminue le nombre d'instances. Donc, ici, voilà un peu comment on peut paramétrer, hein, le scaling. Donc, on a, on peut le faire manuellement ou bien automatiquement. Voilà. Donc, il faut définir un nombre minimal, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le nombre d'instances minimales, le nombre d'instances maximales par défaut, hein, qu'on peut avoir dans le cadre de notre... Sinon, si vous ne mettez pas, Azure va augmenter, 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 augmenter. Et tout ça, c'est de l'argent que vous allez payer. Voilà. Donc, mise à l'échelle automatique, le nombre d'instances par défaut. Par défaut, ça veut dire qu'au départ, on a combien? C'est un, par exemple. Minimum, on peut mettre un. Et puis le maximum, on peut mettre par exemple 10 ou bien 20. Mais toujours est-il que plus Azure va utiliser des instances, si on va dupliquer la VM, ça va coûter de l'argent. Voilà. Mais il faut faire très attention. Donc, vous allez configurer du scaling dans le lab. Et donc, dans le lab, vous aurez 6 tâches. On va déployer des machines virtuelles Azure à l'aide du portail, gérer les machines virtuelles, pardon, la mise à l'échelle des capacités de calcul et de stockage des machines virtuelles. Donc, gérer le scaling, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure. On va créer, configurer, hein, des machines virtuelles skill set. On va faire la mise à l'échelle des machines virtuelles skill set, créer une machine virtuelle en utilisant du PowerShell. Donc, de la tâche 1 jusqu'à la tâche 4, ça sera dans le portail. La tâche 5, ça fera avec du PowerShell. La tâche 6 avec du CLI. Voilà. Donc, je vous demande de vous attaquer au lab dès maintenant. Normalement,